Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui en aussi grand nombre. On est super content au Club des actuaires de Québec de lancer nos activités 2022-2023 avec aujourd'hui près de 500 inscriptions. J'aimerais aussi remercier nos partenaires CFA Québec et SAF Finance pour l'organisation de la conférence. Ça fait plusieurs années que nos trois organisations collaborent ensemble. On est super content de regrouper les membres des trois organisations aujourd'hui pour une conférence dans le but de rapprocher un peu l'actuariat et la finance. Sans plus tarder, nous avons le plaisir de recevoir M. Denis Latulippe et M. Mathieu Lagrenade pour une conférence sur la gestion actif-passif. Bonjour Mathieu, bonjour Denis. Denis est un ancien haut fonctionnaire auprès de l'État québécois et de l'ONU. Denis est aussi professeur d'actuariat à l'Université Laval, administrateur du Mouvement Desjardins et président de son comité de retraite. Il a précédemment agi dans des fonctions de gouvernance dans le secteur public et auprès de la Caisse de dépôt et de placement et du groupe Optimum. Mathieu est directeur de valeurs mobilières et instruments financiers dérivés chez Beneva. Il est engagé plus directement dans la gestion des placements. Il a commencé sa carrière dans les services conseils en régime de retraite chez Mercer et Morneau-Shepell, ainsi qu'auprès du groupe bancaire Rothschild. Il a également agi comme chargé de cours à l'Université Laval à l'École d'actuariat. Sans plus tarder, Mathieu, Denis, à vous la parole. Bien, bonjour à tous. Merci Pierre-Olivier. Merci au Club des actuaires, à CFA Québec et au Cercle Finance pour l'organisation et l'invitation à discuter de gestion actif-passif. On a des participants de divers milieux. C'est agréable de voir que le sujet suscite de l'intérêt dans plusieurs domaines et ça nous fait plaisir, Denis et moi, d'en discuter aujourd'hui. C'est un sujet qui nous apparaît d'actualité aussi avec tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés, la volatilité, les pressions inflationnistes, les possibilités de récession. La liste pourrait être longue. Mais clairement, les risques financiers sont bien présents. Et bien en plus, du côté des assureurs, on a une évolution du contexte normatif avec notamment IFRS 17 qui entre en vigueur au 1er janvier. Donc, certains en ont peut-être entendu parler. Bref, contexte intéressant pour la gestion actif-passif. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent en aussi grand nombre. Évidemment, ça nous touche que vous soyez si nombreux aujourd'hui. La présentation qu'on va faire, qu'on va couvrir ensemble, puis le livre que Mathieu et moi avons publié récemment, ont été initialement le fait d'un projet qui visait à renforcer la formation en risque financier à l'École d'actuariat. Et ça, avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement puis de la chaire d'actuariat de l'Université Laval. Dès le projet lancé, Mathieu et moi, on a travaillé à ce que ce livre s'adresse non seulement aux étudiants, mais aussi aux intervenants du domaine qui désirent parfaire leurs connaissances. Puis dans ce sens-là, on est très content de savoir nombreux aujourd'hui. Au moment d'écrire le livre, nous avons pu compter sur la collaboration de plusieurs personnes issues de tous les milieux, là, universitaires, praticiens du placement, de l'assurance, de la retraite, puis même du régulateur avec qui on a pu collaborer, là, un de ses employés. Nous sommes reconnaissants à toutes ces personnes. Puis évidemment, ce rayonnement large dans les travaux préparatoires témoigne de l'étendue des sujets pertinents à l'étude de la gestion actif-passif que nous aborderons aujourd'hui. Parfait. Alors, ce qu'on vous propose dans la prochaine heure ou 45-50 minutes pour laisser du temps pour une période de questions à la fin. D'ailleurs, on vous invite à utiliser le chat si vous voulez formuler votre question au préalable. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un bref survol à haut niveau des grands thèmes de la gestion actif-passif. On va débuter avec les notions sous-jacentes, c'est-à-dire comment la pratique a émergé, quelles sont les principales mesures de risque, les instruments financiers et les outils pour une saine gestion. Ensuite, dans la deuxième partie, après avoir survolé les grandes lignes des politiques de placement, on va s'attaquer aux applications de ces notions-là pour les assureurs, les régimes de retraite et les garanties sur placement, c'est-à-dire les fonds distincts et les PGLM, là, les placements garantis liés au marché. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment un tour d'horizon, une couverture assez vaste, mais qui ne permettra pas d'aller en profondeur comme dans le livre, mais bien simplement d'introduire le sujet. Donc, commençons par la base. Qu'est-ce que la gestion actif-passif? Quand on a publié le livre plus tôt cet été, un ami me demandait est-ce que c'est une étude sur le débat entre la gestion active et la gestion passive? Puis on aborde un peu ces notions-là, mais ce n'est pas le sujet central, le thème de la gestion active-passif. On définit la gestion active-passif comme une pratique de gestion des investissements et des risques en considération des engagements
mais aussi de la situation financière globale de l'investisseur. Donc, on a des mesures de risque qui sont adaptées à ce contexte actuariel. Et bien en résumé, là, la gestion actif-passif traite des stratégies liées aux actifs et passifs d'un investisseur. Et c'est reconnu comme une pratique qui permet d'accroître la rentabilité en contrôlant, voire en diminuant les risques. L'acronyme est aussi connu en anglais avec l'acronyme ALM pour Asset and Liability Management. Puis c'est une pratique qui a connu une évolution importante dans les dernières décennies, qui certainement va continuer à se développer dans le futur. Donc, comment la pratique a-t-elle émergé? On commence par une citation de l'économiste français Jean Monnet, qui disait « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Alors, le développement de la pratique s'inscrit certainement dans l'esprit de cette citation. Cette discipline associée à la gestion des placements a émergé à travers les crises économiques et financières des 40 dernières années, dont la flambée des taux d'intérêt, la crise immobilière et bien sûr la crise des subprimes qui a mené à la crise financière de 2008. Donc, on va les survoler brièvement, puis on commence par celle qui a émergé à la fin des années 70 avec les chocs pétroliers qui ont engendré des pressions inflationnistes vraiment importantes. Il y avait d'autres éléments aussi, mais c'était un des principaux éléments causant ces pressions-là qu'on voit graphiquement avec le taux d'inflation aux États-Unis qui a atteint près de 15 %, puis le taux directeur de la Réserve fédérale qui s'est approché du 20 %. Donc, ça nous rappelle un petit peu le contexte qu'on vit aujourd'hui, mais dans une moindre ampleur, là, évidemment. Et ce que ça a fait, ça, bien, aux États-Unis, il y avait des institutions qui s'appelaient les Savings and Loans. C'était l'image qu'on voyait un petit peu plus tôt. C'est des institutions financières qui octroyaient des prêts hypothécaires à des taux fixes à long terme et en même temps collectaient l'épargne des particuliers sur la base d'un taux court terme. Donc, on avait des actifs à long terme, puis des engagements, un passif à court terme du point de vue de l'institution. Donc, ce qui est arrivé quand les taux se sont mis à monter, bien évidemment, la valeur des actifs s'est dépréciée, la valeur actualisée a diminué fortement, et alors que le passif était relativement peu sensible aux variations de taux. Donc, la crise a éclaté et on a vu des centaines d'institutions qui ont fait faillite dans les années 80 avec un plan de sauvetage du gouvernement américain par la suite. Donc, ça a été vraiment une prise de conscience sur l'importance d'une saine gestion du risque de taux. Ça a été la première grande crise. Ensuite, il y a eu la crise immobilière des années 90 avec le décloisonnement des institutions financières qui a engendré un contexte de forte concurrence et qui a généré une bulle immobilière. On voit le rendement de l'immobilier canadien, par exemple, dans les années 80, qui a été de 14 % entre 1980 et 89, donc quand même important. Puis cette période d'effervescence-là a été suivie d'une période sombre avec des pertes importantes au début des années 90. Donc, on a vu des faillites de compagnies d'assurance canadiennes, ce qu'on n'avait jamais vu. Et cette crise-là, ça a été vraiment une prise de conscience sur l'importance de bien modéliser le risque de crédit et le risque de liquidité associé à des placements comme l'immobilier. Ensuite, on a une crise qui est un petit peu plus frais à la mémoire de tous, probablement, la crise de 2008. Dans mon cas, je m'en souviens très bien. J'étais en train de terminer la maîtrise en finance, puis mes collègues, tout le monde se demandait si on allait trouver un emploi dans le domaine, hein, quand on voyait les marchés fortement affectés par ce qui se passait là, aux États-Unis. Donc, sans rentrer trop dans le détail, vu qu'on l'a plus à la mémoire, c'est des exemples qu'on va approfondir davantage dans le livre avec des encadrés sur des cas réels tels que la faillite de Lehman Brothers. Mais en gros, là, ça a été causé par l'octroi massif de prêts hypothécaires. Ça a engendré une hausse du risque de crédit du système interbancaire, donc, comme illustré par le graphique qu'on voit à l'écran. Et ça a reflété une dégradation de la confiance que se portaient les banques entre elles.
Et encore une fois, ça a été une illustration de l'importance de bien mesurer le risque de crédit, le risque de liquidité, mais aussi le risque lié au marché boursier. Donc, ces crises ont illustré la nécessité d'adopter des saines mesures d'évaluation des risques. Puis, les placements constituent une source importante de risques. Les principaux risques découlant de la gestion des placements peuvent être répertoriés tels qu'illustrés à l'écran. On a aussi le risque de change dont on a moins discuté, mais qui est bien défini ici. Et maintenant, dans les 15 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu une certaine accélération du rythme des crises. Depuis la crise des subprimes de 2007, qui a engendré la crise financière de 2008, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le printemps érable en 2011, on a eu la crise migratoire en Europe, on a eu le Brexit, la pandémie, la guerre en Ukraine avec tout ce que ça implique sur les chaînes d'approvisionnement, sur notamment aussi la crise énergétique qui se dessine en Europe. Donc, plusieurs facteurs qui ont contribué à l'apparition de crises. Puis, il faut s'habituer dans les prochaines années à imaginer l'impensable, à un peu imaginer l'orage par beau temps. Et une saine gestion des risques est primordiale dans un contexte comme ça. C'est pas très optimiste comme trame de fond, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris des crises précédentes. Heureusement, les instruments financiers, les outils pour gérer les risques ont évolué et continuent d'évoluer aussi. Est-ce que nos prévisions financières se sont améliorées? Bien, pas toujours. Si on regarde les prévisions de l'année dernière, par exemple, peu avaient envisagé des hausses de taux aussi marquées. Mais par contre, on peut toujours trouver des indicateurs qui le suggéraient, comme on le voit ici là, avec la taille des présidents de la Réserve fédérale. Puis si on se fait au graphique, les hausses de taux seraient appelées à se poursuivre. Mais blague à part, le meilleur indicateur en ce moment pour les prévisions de taux, ça reste évidemment les chiffres d'inflation. Donc, si on a une bonne idée où s'en va l'inflation, on devrait avoir une bonne idée de la direction des taux. Maintenant, il y a une panoplie de mesures de risque en gestion actif-passif. Parfois, c'est difficile d'y voir clair. On en a mis quelques-unes à l'écran. Donc, ce qu'on a fait dans notre livre, Denis et moi, c'est de les regrouper en 4 thèmes. Le premier thème, c'est les mesures de volatilité. Ensuite, on a la théorie de l'immunisation, les lettres grecques et finalement les valeurs à risque. Donc, si on prend le premier thème, celui des mesures de volatilité, on a l'écart type ou la volatilité qui est la mesure la plus connue certainement en finance, qui mesure simplement la dispersion des rendements par rapport au rendement moyen. On a aussi le coefficient bêta qui mesure la volatilité relative par rapport à un indice de référence. Mais on en a aussi plusieurs autres, comme la volatilité à la baisse, par exemple, puis d'autres qu'on détaille un peu plus dans le livre. Donc ça, c'est le premier thème. Ensuite, on a toute la théorie de l'immunisation, donc les concepts de durée, de convexité. Et ce que ça dit à la base de la théorie de l'immunisation, c'est, si on regarde dans le graphique, bien, essentiellement, pour une durée équivalente entre les actifs et les passifs, ça veut dire que pour une variation parallèle de taux, bien, l'impact, le risque de taux est bien géré. Par contre, pour une variation un peu plus importante, idéalement, on souhaite avoir une convexité des actifs qui est supérieure à celle des passifs. Sinon, comme on le voit dans le graphique, on se retrouve avec un passif qui augmente davantage en cas de baisse de taux que les actifs ou un passif qui diminue moins que les actifs en cas de baisse de taux. Donc, dans les deux cas, on génère une baisse du surplus. Et parfois, ça peut être une dimension plus difficile ou un défi supplémentaire pour certains produits d'assurance, comme par exemple l'assurance vie individuelle, là, qui a des engagements à très long terme. Ensuite, l'autre grand thème, c'est les lettres grecques. On a ici les principales mesures de sensibilité des actifs ou des passifs à un changement de paramètres.
Et ce qu'on veut faire essentiellement, c'est d'avoir un portefeuille d'actifs. Ça peut être soit par un portefeuille d'instruments financiers dérivés, par exemple, qui va avoir des sensibilités similaires à celles des passifs. Et une application importante, c'est dans le cas des garanties de fonds distincts. Donc, on va en glisser un mot un petit peu plus loin. Puis, le dernier thème, c'est les valeurs à risque. Donc, ici, on voit la valeur à risque et la valeur à risque conditionnelle, là, qui est le niveau espéré de perte associé à une probabilité donnée. Dans un contexte de gestion actif-passif, un exemple, ça pourrait être, mettons, 95% de probabilité que notre ratio de solvabilité ne baisse de plus de 5% sur un an ou sur un horizon quelconque. Donc, ça ferait le tour des principales mesures de risque qu'on aborde dans le livre. Merci, Mathieu. Quand on préparait la rencontre, on s'est dit, quand Mathieu va parler des lettres grecques, il faut qu'il cesse de parler maximum 1 minute 30 après parce que c'est le moment idéal pour perdre tout le monde. Là. Donc, je vais enchaîner avec les instruments financiers. Sauf qu'avant d'y venir, je vous rappelle, on vous a mentionné, Mathieu vous a mentionné au départ qu'il y aurait une période de questions à la fin. Parce qu'avec tout le contenu qu'on a, on préfère garder les questions pour la fin. Par contre, là, vous avez le chat, là, vous êtes familier avec la conversation en direct. Vous pouvez d'ores et déjà, au fur et à mesure que les idées vous viennent, les questions vous viennent, les formuler. Puis, en fonction du temps qui nous reste à la fin, là, on passera en revue les questions posées. Évidemment, quand on parle des notions de base en gestion actif-passif, les instruments financiers disponibles sur le marché sont un élément très important. Vous avez là une nomenclature, une présentation des principaux instruments financiers. Pour plusieurs parmi vous, c'est du connu. Pour certains, il y en a peut-être qui sont méconnus, moins connus, notamment dans les placements alternatifs qui ont émergé plus récemment. Puis, ce qu'on a appelé autres, les mises en pension, les instruments dérivés. Évidemment, on passe en revue ces catégories d'actifs-là, puis on le fait beaucoup d'un point de vue de gestion actif-passif. Qu'est-ce qu'un type de placement particulier peut faire au niveau de la gestion actif-passif? Parce que c'est l'autre côté de l'équation. Des instruments financiers, oui, mais à quoi bon? Évidemment, quand on parle de gestion de portefeuille, on parle de rendement, de volatilité, de diversification, puis de frais pour obtenir un rendement net qui soit satisfaisant et relativement stable. Quand on parle de gestion actif-passif, on déborde un petit peu ces considérations-là. Puis bien que la frontière entre gestion de portefeuille et gestion actif-passif n'est évidemment pas une frontière parfaitement étanche, là, c'est étroitement relié. La gestion actif-passif nous amène à considérer d'autres éléments, comme par exemple le revenu fixe. Mathieu parlait tout à l'heure de la théorie de l'immunisation. On va revenir sur les stratégies d'appariement des assureurs. Le revenu fixe avec des paiements prédéterminés fixes est un instrument très important. D'avoir du revenu courant, et qui n'est pas nécessairement fixe, mais qui entre périodiquement. D'avoir un horizon de placement qui est long. Ça, c'est important. Les assureurs, c'est important, les régimes de retraite. L'inflation, est-ce qu'on a des placements qui nous permettent de couvrir le risque d'inflation, notamment si on a des passifs, on a des prestations, des engagements qui sont liés à l'inflation. La couverture, on va y revenir. Quand on donne des garanties, comme sur des fonds de placement, il faut avoir des moyens pour se couvrir. Donc, quelles catégories d'actifs vont nous permettre de nous couvrir? Besoin de capital, on pourrait facilement dire, les assureurs devaient investir dans des placements plus risqués. Mais évidemment, considérant leur exigence de solvabilité, il faut qu'ils demeurent solvables en tout moment. Avoir des placements plus risqués, ça demande du capital plus élevé. Donc, c'est quoi l'optimal là-dedans? Puis liquidité, parce qu'on ne gère pas des placements simplement pour les faire fructifier, on les gère pour payer des prestations. Donc, quand on parle de gestion actif-passif, ce sont toutes ces considérations-là qu'on doit prendre en compte quand, justement, on analyse notre répartition d'actifs puis nos choix de catégories d'actifs. Vous prenez juste l'exemple de deux. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué sur la bonne. On va en prendre seulement deux. D'abord, les infrastructures. Évidemment, on peut aller dans les infrastructures dans une perspective d'obtenir du rendement, mais beaucoup aussi dans une perspective de diversification, dans la mesure où ces placements-là sont peu ou pas corrélés avec d'autres catégories d'actifs. Mais d'un point de vue de gestion actif-passif, c'est aussi très intéressant parce que ça amène du revenu courant. Ça amène une protection contre l'inflation. Si on parle d'infrastructure où il y a des tarifs d'électricité, tarifs
pour le transport, bien, ces tarifs-là, en général, sont indexés à l'inflation. Donc, c'est une protection contre l'inflation. Puis aussi, ça nous permet d'avoir des placements et des horizons de placement qui sont longs, ce qui est tout à fait souhaitable. Un autre exemple, je termine là-dessus, les instruments dérivés. Bon, ça demeure, mystérieux à certains égards. On peut les maîtriser de parce qu'ils sont. C'est moins évident de les maîtriser de parce qu'ils peuvent nous apporter. On a tenté de résumer ça ici au niveau dans la gestion du rendement puis de la volatilité. Ça peut être utilisé dans un contexte de gestion de portefeuille. Ça peut être aussi utilisé dans un contexte de gestion actif-passif. Au niveau de la couverture, on en reparlera avec un exemple qui, j'espère, sera clair au niveau des garanties sur fonds de placement. Puis, c'est intéressant aussi au niveau de la liquidité, notamment si on a des catégories d'actifs qui sont moins liquides, là. Puis, évidemment, il faut toujours gérer notre risque de liquidité. Les crises nous l'ont montré. Donc, voilà pour les instruments financiers. Maintenant, on va se tourner du côté du sujet favori de bien des gens, les générateurs de scénarios économiques, là, donc des outils de simulation. Pour commencer, être sûr qu'on a tous la même compréhension de ce que c'est. Pour commencer avec une petite mise en contexte. Qu'ont en commun le Tango et les générateurs de scénarios économiques? Bien, vous savez, quand on utilise les générateurs, on a beaucoup de bonnes réponses. On fait un grand nombre de simulations. Bien, la beauté de la chose, c'est qu'ici aussi, on a beaucoup de bonnes réponses. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que dans les deux cas, il y a les pas qui sont importants. Tango, si vous dansez le tango, vous savez de quoi on parle. Mais je ne m'étirerai pas plus sur le sujet parce que je vais me barrer les pieds. Quand on parle de générateur de scénarios économiques, c'est de générer des taux d'intérêt, des taux de rendement, l'évolution d'une caisse, l'évolution de la situation financière d'une compagnie d'assurance sur une période, puis on y va pas par pas, année par année, mois par mois, ou à la limite, si on est un gestionnaire, un trader, on peut y aller sur base quotidienne. Donc, on se donne des étapes, des pas annuels, par exemple, puis on projette les résultats sur un certain nombre d'années. Je disais que ce n'est pas la seule bonne réponse parce qu'il y a des gens qui s'excitent, il y en a d'autres qui trouvent ça difficile à maîtriser. Je vous laisse juger par vous-même, mais je veux quand même vous fournir certaines petites précisions sur les générateurs de scénarios économiques, ce qui nous amène à parler, puis c'est là que la bête se dévoile, les simulations Monte-Carlo. Donc, une simulation Monte-Carlo, c'est donc de simuler sur base mensuelle, annuelle, par exemple, sur un horizon de 10 ans avec un pas annuel, des valeurs attendues, mais aussi des valeurs attendues auxquelles on ajoute une valeur aléatoire. OK? Deux exemples qui sont, je dirais, à la base des générateurs, les projections de taux d'intérêt, puis la valeur des actions ou les rendements sur actions. Évidemment, quand on parle des taux d'intérêt, la valeur attendue, c'est ce qu'on pourrait appeler un retour vers la moyenne. En anglais, on parle de mean reversion. Là. Actuellement, on a des taux d'intérêt très bas. Donc, si vous projetez les taux d'intérêt pour les 10 prochaines années, vous pourriez très bien supposer que les taux vont réaugmenter pour se rapprocher davantage de ce qu'on a connu dans le passé. Ça, c'est ce qui est attendu. À ça, on ajoute une certaine volatilité, puis je n'irai pas dans le détail, là, il y a un facteur de volatilité ici. De la même façon, pour les actions, bien, il y a un rendement espéré. Le ST, c'est notre fonds d'action, c'est la valeur du fonds. Évidemment qu'on s'attend au point de départ à un rendement qu'on a appelé ici MU. Là, MU, c'est le rendement sur le fonds. Puis le rendement généré, bien, c'est les fonctions du taux de rendement espéré, du temps qui s'écoule, puis de la valeur initiale du fonds. À ça, c'est là la spécificité des simulations Monte-Carlo, on vient ajouter un élément aléatoire qui est fonction de la volatilité des rendements de l'action, qui est fonction de la valeur du fonds d'action, qui est fonction du temps qui passe, encore là, mais aussi qui est fonction d'un facteur purement aléatoire qui est un générateur et ce qu'on a supposé distribution normale 0. Donc voilà, ça fait la petite présentation un peu du modèle. Évidemment qu'on peut l'utiliser à différentes sauces, dans différents contextes. Les modèles qu'on peut utiliser peuvent être beaucoup plus sophistiqués que ces modèles-là qui sont à la base de la littérature sur le sujet, là. Mais très souvent, là, ça s'apparente à ces approches que je viens de vous décrire. Ceci étant dit, c'est bien beau de voir la petite équation mathématique, là. À quoi ça sert des générateurs de scénarios économiques? Mais je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'un générateur de scénarios économiques, là, des simulations Monte-Carlo, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui est important dans la mesure où on veut gérer les risques. On ne peut pas faire autrement que
d'envisager différents scénarios, mais en même temps, ça demeure un outil. À un certain moment, il faut être capable de reculer sa chaise, de prendre la hauteur, puis regarder ce qui est attiré de ces résultats-là. Donc, comme outil, c'est très utile. Il ne faut pas voir ça de façon aveugle. Il ne faut pas se fier intégralement aux résultats, mais c'est incontournable. C'est incontournable parce que, évidemment, on veut simuler comment va évoluer la situation de l'institution du régime dans les prochaines années. Si on est rendu à un point où on ne peut pas le faire juste sur 1, 2 ou 3 scénarios, il faut le faire sur plusieurs scénarios qui peuvent englober différents phénomènes. Dans certains cas, on parle même de changement de régime, passer d'un régime de basse inflation, par exemple, à un régime de haute inflation. Mais il y a énormément de choses qu'on peut simuler dans la mesure, évidemment, où on garde les deux mains sur le volant. Des exemples d'utilisation possibles, c'est très utilisé pour optimiser les politiques de placement. Donc, ajuster périodiquement sur un horizon de quelques années les politiques de placement en projetant justement sur la base de simulation la situation financière de la Caisse et du régime qui est sous-tendu par la Caisse ou par la politique. On projette ça sur un horizon, par exemple, de 10 ans. Puis ça nous permet de voir comment réagit la situation financière du régime dans différents contextes. C'est aussi nécessairement beaucoup utilisé en matière de solvabilité, capitalisation pour des institutions financières, notamment les compagnies d'assurance, pour voir justement est-ce qu'il y a des tendances qui pourraient heurter, qui pourraient nuire à la solvabilité, qui pourraient, à la limite, dans des scénarios extrêmes, là, compromettre sa solvabilité. Puis là, on a recours beaucoup à des mesures de risque, là, comme la valeur au risque, la fameuse VaR, là, dont Mathieu a parlé tout à l'heure. C'est aussi utilisé dans la tarification de produits, dans la stratégie de couverture, où justement, en simulant différents scénarios, on peut voir comment évolue la situation. Donc, voilà, ce bout un petit peu plus difficile est passé. Maintenant, on va se tourner du côté de l'application de la GAP en commençant par une revue, justement. Mathieu va nous parler des politiques de placement. Exact. Merci, Denis. Puis pour moi, tu vas peut-être avoir quelques petites questions sur le tango dans le chat à suivre. Mais oui, effectivement, parlons politique de placement, puis une première application des concepts de la gestion actif-passif pour les compagnies d'assurance. Donc, ici, on voit les principales rubriques des politiques de placement et les politiques apparentées. Parfois, certaines de ces politiques vont également être à même la politique de placement. Donc, ça peut être, par exemple, la politique d'appariement ou la politique en matière d'investissement socialement responsable, qui est, on le sait, un incontournable aujourd'hui. La politique de placement dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la situation de l'investisseur, ça dépend du risque, ça dépend des anticipations de rendement associées à chaque catégorie d'actifs. Et puisque la situation évolue constamment, la politique de placement doit être suivie sur une base régulière et révisée de façon périodique. Donc, on voit un processus dans la prochaine diapo, un processus d'élaboration et de suivi de la politique de placement. Et on voit 3 grands volets. Donc, le premier, c'est le volet institutionnel, avec le contexte, les objectifs, la stratégie, etc. On a aussi la mise en action, donc la définition, la révision de la politique de placement et des politiques apparentées. Et l'environnement externe, donc tout ce qui est le contexte socio-économique, la réglementation, les marchés, qui affectent les perspectives économiques et financières qui vont, elles aussi, affecter la définition et la révision de la politique de placement. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans un contexte de gestion actif-passif, bien, on ne regarde pas seulement la performance des placements, c'est pas seulement ça qui est analysé, mais aussi la performance de l'institution. Donc, c'est remis dans un contexte global là, pour l'investisseur institutionnel ou pour le régime de retraite. Maintenant, si on se penche sur les compagnies d'assurance canadiennes, on a mis ici une illustration de la ventilation des placements pour les compagnies d'assurance vie à charte fédérale. Et pour les 3 plus importantes compagnies canadiennes, là, soit Manuvie, Canada Vie et Sun Life. Donc, ça, c'est illustré par le point noir, finalement, là, pour l'ensemble des compagnies, puis les 3 principales compagnies, minimum et maximum en orange. Ce qu'on peut dénoter, c'est l'importance des titres à revenus fixes,
notamment les obligations qui représentent environ 2/3 des placements totaux. Et aussi, au-delà des titres à revenus fixes, on a des placements plus risqués comme les actions, les immeubles. Denis en a parlé tout à l'heure. Ces actifs-là sont d'intérêt malgré les exigences supplémentaires de capital parce qu'évidemment, on veut augmenter le rendement prévu des placements. On veut avoir une tarification compétitive. Si on n'a pas un rendement adéquat sur les placements, bien, les primes d'assurance sont affectées, donc ce serait plus difficile au niveau des ventes. Donc, c'est important quand même d'aller chercher un rendement de placement qui est quand même significatif. Ensuite, si on se penche sur l'évolution des stratégies d'appariement, on a ici les principales stratégies qui ont évolué au fil du temps. Et c'est important de mentionner que c'est des stratégies qui ne sont pas mutuellement exclusives, c'est-à-dire qu'on peut en appliquer plus d'une. Et on est passé des techniques d'appariement de base où on visait à couvrir les flux monétaires presque parfaitement des engagements à des techniques ou de l'optimisation de portefeuille, donc à des stratégies plus avancées, en passant par la théorie de l'immunisation dont on a discuté un petit peu plus tôt. Il y a aussi la stratégie d'exclusion qui vise à départager des engagements couverts par des titres à revenus fixes de ceux couverts par des titres à revenus variables qui visent à augmenter les rendements. Donc, il y a plusieurs enjeux spécifiques aux assureurs. D'abord, les assureurs calculent ce qu'on appelle une provision technique ou une réserve actuarielle ou un passif. Il y a plusieurs synonymes. La provision, c'est essentiellement une dette envers les assurés et les primes chargées doivent être suffisantes pour assurer le plein paiement des prestations, en plus des frais et un certain profit raisonnable pour l'assureur. Il y a d'autres enjeux. Pour la couverture des engagements, on a une gestion qui est guidée par le passif par rapport au mandat de gestion du surplus qui sont généralement en fonction d'indices de référence de marché qui sont reconnus. Aussi, on a des hypothèses actuarielles qui sont sujets à changement de façon régulière. Donc, ça ajoute une dimension particulière pour les actifs dans les lignes d'affaires en appariement. Et bien, il y a le contexte global, la stratégie globale en lien avec le contexte institutionnel qui doit être prise en compte. On voit aussi il y a deux bases principales pour les mesures de risque dont on a discuté précédemment. La première base, c'est la base comptable où l'accent est mis sur les résultats aux états financiers. Le surplus comptable, essentiellement, c'est la différence entre la valeur comptable des actifs et des passifs. Et c'est cette base-là qui va changer avec IFRS 17. Alors que la base économique met plus l'accent sur la création de valeur économique qui va se refléter en théorie à long terme dans les résultats comptables. Au-delà de ça, on a des exigences de capital aussi, des ratios réglementaires, des ratios propres à chaque compagnie. Et en complément des exigences réglementaires, bien, l'assureur doit mettre en place un dispositif devant refléter sa propre évaluation des risques et de sa solvabilité, ce qu'on appelle aussi le ORSA pour Own Risk and Solvency Assessment. Puis finalement, l'actuaire effectue annuellement un examen de la santé financière sur la base de prévisions financières. Donc, il va y avoir différents scénarios d'évolution des affaires de l'entreprise sur un horizon type de 5 ans. Ça, c'est les grandes lignes là, des enjeux spécifiques aux assureurs. Merci Mathieu. On va enchaîner avec les deux derniers chapitres, les garanties sur placement puis les régimes de retraite. Je présume que beaucoup parmi vous sont en télétravail. J'aurais le goût de faire une petite suggestion. Si vos enfants ont de la misère à comprendre ce que vous faites, c'est peut-être un moment pour les faire venir, écouter un petit peu ce qui se passe, parce qu'on va faire un petit jeu de bloc quand on va parler des garanties sur placement. Mais avant ça, on va se dire c'est quoi les garanties sur placement. Mathieu les a évoquées au début de la présentation. Il y a deux grands types de garanties qu'on associe sur des fonds de placement.
les billets à capital protégé, donc l'acronyme BCP, ou aussi PGLM, là, placement garanti lié au marché. Évidemment, les garanties sont liées au marché, c'est-à-dire que ce qu'on fait essentiellement, c'est de vous garantir un rendement minimum, le plus souvent à l'échéance, mais ça peut être aussi sur la base de revenus courants. Ce sont des placements ou des garanties à sortir des fonds de placement qui sont mises en marché, qui sont gérées beaucoup au niveau du bancaire, notamment là, Desjardins et TD au Canada. Donc, ici, on est carrément sur de la garantie de rendement là, au sens large du terme, au sens générique du terme. Dans le cas des fonds distincts, ben, c'est encore plus... je pense que le mot qui vient spontanément à l'esprit, c'est compliqué, là. C'est que les fonds distincts, les garanties sont liées à la survie du titulaire. Donc, on va vous payer, on va vous garantir un minimum dans la valeur de votre fonds au moment où vous décédez. On va vous garantir un minimum après tant d'années si vous êtes encore en vie, donc si vous survivez jusqu'à l'échéance, mais aussi, puis ça c'est encore plus fancy si on veut, là, on peut vous garantir un revenu viagé. Donc, je ne sais pas, peut-être certains qui étaient à l'aube de la retraite, vous avez regardé ça, là. Ça a causé beaucoup de maux de tête à des assureurs, notamment Manuvie à une certaine époque, là, où on peut vous dire, ben, vous avez un fonds, puis vous pouvez en retirer un certain pourcentage année après année. Le pourcentage est en fonction de votre âge, parce qu'évidemment, plus on est âgé, plus la période moyenne, période normale pour pouvoir tirer de revenus est courte, donc le pourcentage sera plus élevé. Puis nous, on s'assure que vous aurez toujours de l'argent dans votre fonds. Donc, si vous retirez 5 puis le fonds génère du 2 bien, puis vous vivez longtemps, vous risquez à un moment donné de ne plus avoir d'argent dans le fonds. Mais malgré ça, même si le fonds est épuisé, il y a une assurance, il y a une garantie qu'on va continuer à vous verser le 5 de la valeur qui avait été comptée. Donc, évidemment, là, on est dans l'univers des assureurs du fait de cette garantie liée à la survie, d'une façon ou d'une autre. On va les passer en revue brièvement, mais vous comprendrez qu'on ne pourra pas aller dans tous les détails de ça. Je vous donne d'abord, du point de vue des billets à capital protégé, des exemples. Ensuite, on verra l'ingénierie de ces produits-là, comment c'est mis sur le marché, comment c'est géré dans un contexte actif-passif pour couvrir nos risques. Ce que vous avez ombragé bleu à l'écran, là, c'est vraiment la valeur de l'actif sous-jacent. Puis s'il n'y a pas de garantie, bien, le rendement que vous touchez, c'est la droite qui délimite cette zone-là. Là. C'est une droite à 45 degrés classique. On peut vous dire, nous, on vous garantit que vous n'aurez jamais moins que le montant que vous avez investi. Donc, puis, s'il y a un rendement supplémentaire, c'est un rendement positif. Donc, si le rendement est négatif, on vous redonne à l'échéance votre montant investi. Le rendement ne peut pas être négatif. Et s'il y a un rendement positif, bien, on vous offre l'équivalent de ce rendement-là. Donc, 100 du rendement positif généré sur votre fonds, mais sujet à un plafond. Ça, c'est le produit de base. On peut avoir différentes variantes. On peut vous dire, bien, la participation elle va être à 150 S'il y a un rendement positif de 4 nous, on va vous créditer 6 Sauf que là, il y a encore un maximum. On verra tout à l'heure pourquoi il y a un maximum. Puis on pourrait vous dire, bien, on veut vous donner quand même un revenu, même si le rendement est négatif. Donc, la courbe jaune ou or, là, de couleur or, elle est supérieure à un rendement de 0 sur le placement garanti, même si l'actif sous-jacent a un rendement négatif. Par contre, en contrepartie, vu qu'on vous garantit un rendement positif, même si le rendement sur l'actif sous-jacent est négatif, à ce moment-là, on vous en donne moins quand le rendement est positif. C'est-à-dire qu'on vous donnera, par exemple, 50 du rendement sur l'actif sous-jacent, sujet à un plafond également. OK? Donc, ce qu'il faut retenir à ce moment-ci, c'est que, d'une part, bien, dans les exemples qu'on a pris tout au moins, il n'y a jamais de rendement négatif. On vous assure un rendement minimum de 0. On peut prévoir un rendement positif, mais évidemment, si le rendement de l'actif sous-jacent est positif, on vous créditera un certain taux de rendement sujet à un plafond. Pourquoi un plafond? Bien, c'est là, au niveau de l'ingénierie de ces produits-là. Vous avez ici, c'est là mon jeu de blocs. Là. Je ne sais pas si vos enfants vont aimer ça. Finalement, je ne suis pas sûr que j'ai une bonne idée de les inviter, mais en tout cas, on va y aller avec comment fonctionnent ces produits-là. D'abord, vous avez le montant qui est investi par le client, okay, qui se trouve à gauche complètement à l'émission. Puis, vous avez au bout la valeur à l'échéance du placement. On suppose qu'il
il y a eu un rendement positif. Donc, on suppose que la valeur à l'échéance est plus élevée que le montant investi. OK? Pour réussir à couvrir ces risques dans un contexte gestion actif-passif, donc le passif, c'est ce qu'on a garanti. L'actif, c'est les placements qu'on peut acheter. Premier placement qu'on achète, c'est un titre à revenu fixe, typiquement une obligation. Puis on achète un montant de titre à revenu fixe qui, majoré des intérêts payables pendant la période de garantie, va venir couvrir le capital minimum qui est garanti. Donc, avec le titre à revenu fixe, on s'assure qu'on reproduit le montant qui a été investi. Par contre, évidemment, ce n'est pas suffisant parce qu'en plus de garantir le capital initial, dans mon exemple ici, on a dit que s'il y avait un rendement positif, on vous payerait un rendement supplémentaire. Pour couvrir ce rendement supplémentaire-là, ce rendement positif-là, on achète une option d'achat. Okay? Donc, on a parlé des instruments financiers dérivés, là, ça en est un bel exemple. On achète une option d'achat. Évidemment, il faut payer une prime pour ça. Puis ça va nous permettre de générer un gain si l'actif sous-jacent a un rendement positif, parce qu'à ce moment-là, on va exercer notre option puis on va encaisser un gain. Sauf que le problème qu'on a, quand on regarde à gauche à l'émission, c'est que le total du titre à revenu fixe puis la prime payée sur l'achat d'option, ça nous coûte trop cher. OK? C'est supérieur au montant investi, donc on perd de l'argent, on n'en fait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller générer une entrée de fonds à travers la vente d'une option d'achat. Donc, on a acheté une pour couvrir le rendement positif qu'on va octroyer au client. On en vend une pour aller chercher les liquidités dont on a besoin pour équilibrer notre arrangement financier. Ça veut dire quoi l'échéance? Ça veut dire qu'on met un rendement maximal. Parce qu'au-delà d'une certaine valeur, bien, le gain qu'on va faire sur l'option achetée, il va falloir le débourser sur l'option vendue. Donc, c'est pour ça qu'on a un rendement maximal sur ces produits. Donc, voilà en 3 minutes ce que c'est que des billets capital protégés. Je m'excuse, c'est un peu ardu, là. Mais évidemment, comme pour le reste, on n'en parle plus en détail dans le livre. Donc, voilà pour ça. Les fonds distincts maintenant. Ouf, je vous ai parlé que les BCP, ce n'est pas simple, les fonds distincts non plus. Ce qui rend ça particulièrement complexe puis risqué pour les assureurs qui l'offrent, on parle d'une échéance qui est longue. Le cas extrême, c'est de garantie de revenus viagers. Vous achetez ça à 60 ans, vous avez une espérance de vie de 20-25 ans. C'est du risque à couvrir pendant toute cette période-là. Évidemment, le client qui achète paye un frais de gestion pour son fonds, va payer aussi une prime de garantie périodique selon la valeur du fonds. Puis comme ce n'était pas assez compliqué, bien, le client a la possibilité de résilier son contrat. Donc, si le marché est très positif, la valeur de son fonds s'améliore, il dit ben, pourquoi je vais résilier mon fonds actuel puis je vais en acheter un autre, etc. Là. Donc, il y a des modalités pour éviter justement qu'il y ait des résiliations massives de ça. Puis, bien, comme je l'ai mentionné au départ, tout ça, c'est lié à la mortalité et à la survie du titulaire. Donc, ça pose des risques importants pour les assureurs. Je n'irai pas dans le détail de ça, là, on aurait pour un bon moment. Il y a des risques financiers, des risques de marché, notamment si, évidemment, on a des fonds qui sont dans des actions, par exemple. On a aussi des risques de taux d'intérêt. Au niveau démographique, c'est que là, on est dans un univers qui n'est pas seulement financier, il est aussi démographique, il est lié à la survie de l'assuré, du titulaire de contrat. Donc, il faut tenir compte de la mortalité, mais aussi de son comportement. Le comportement étant lié au fait qu'il peut à tout moment ou à l'anniversaire là, résilier son contrat. Puis, finalement, on a des risques opérationnels, dont le risque de base, c'est que ça demande beaucoup de simulation. Là. Quand on travaille sur les fonds distincts, là, les générateurs de scénarios, là, je peux vous dire qu'ils sont utiles, ils sont plus sophistiqués que ceux que je vous ai présentés. Sauf que ça introduit un risque de base dans la mesure où le placement qui est détenu effectivement par le titulaire ne correspond pas exactement aux valeurs d'indice que vous utilisez dans vos simulations, etc. Là, donc, ça introduit un risque supplémentaire. Donc, pour ça, il faut faire de la modélisation avec couverture dynamique. Pourquoi dynamique? C'est que ce n'est pas parce qu'on est couvert aujourd'hui qu'on va être encore couvert dans un mois ou dans un an. Donc, il faut resimuler constamment l'évolution de la situation pour être en mesure de se couvrir adéquatement. Donc, voilà pour les fonds distincts. La beauté de ça, c'est que ça peut rendre les régimes de retraite d'apparence très simples. Une fois qu'on a parlé de fonds distincts, tout est simple. Donc, on va terminer avec la question des caisses de retraite. Question de commencer, je vous ai mis des comparaisons.
Comparaison d'abord entre le régime de rente du Québec, là, le volet de base qui existe depuis 1966, puis un RCR typique, là, peu importe la source, mais c'est un véritable RCR. Bien, il y a des différences importantes, des caractéristiques différentes majeures. Degré de capitalisation 20 versus 100 ratio actif retraité 2,3 versus 1,2, donc un RCR plus mature que l'ensemble de la population des travailleurs et de la population des retraités au Québec. Du fait de ces deux éléments-là, capitalisation, ratio actif retraité, le ratio entre l'actif, entre la caisse de retraite et les cotisations annuelles, évidemment, est de façon très différent, là, dans un ratio de 10:1. Évidemment que si vous avez un ratio actif sur cotisation de 40, bien, un écart de rendement sur l'actif de 1 là, ça vous magane un petit peu, alors que dans le cas du RRQ, une sous-performance ou une surperformance, ça a moins d'impact sur les besoins financiers du régime. Ça, c'est amplifié par le fait que tout écart de rendement ou tout surplus déficit, dans le cas des RCR, va être amorti jusqu'à 15 ans. Dans le cas du RRQ, on projette sur 50 ans, ce qui correspond de facto à la période d'amortissement des déficits. Donc, si je vous ai présenté ça, c'est pour mettre en évidence qu'il y a des différences dans les caractéristiques des régimes, dans les caractéristiques au niveau beaucoup plus du passif des engagements, qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir la même politique de placement. Mathieu en a parlé tout à l'heure, il faut adapter la politique de placement à notre situation. Puis ce que ça montre ici, c'est que le RCR a une politique de placement qui est moins risquée en ayant plus de revenus fixes, moins d'actions, moins de placements alternatifs. Le résultat, c'est qu'il a généré moins de rendement que le RRQ. Le RRQ, c'est pour la période 2003-2020, là, dans les deux cas, ce qui inclut l'année 2008, qui, dans le cas d'un portefeuille risqué comme celui du RRQ, là, s'est avéré particulièrement dévastateur. Donc, on voit qu'on a ajusté nos politiques de placement en fonction de la situation du régime dans son ensemble, les engagements et puis la caisse. Puis, ça nous donne une politique de placement adaptée. J'ai un autre cas, tout aussi réel, c'est un régime à cotisation déterminée. Sauf que vous le savez maintenant, les retraités d'un régime à cotisation déterminée peuvent laisser leurs fonds dans la caisse du régime, sauf que généralement, ils ont une tolérance au risque plus faible. Donc, ce que ce régime-là a prévu, c'est 2 caisses. Puis là, comme individu, vous faites un choix. Moi, je vais être dans le fonds croissance, je vais être dans le fonds conservateur. Évidemment, on peut s'attendre qu'au fur et à mesure que les gens avancent en âge, ils vont aller davantage dans le fonds conservateur. Puis, si vous ne faites pas de choix, bien, il y a un choix par défaut là, qui est inspiré de la théorie des cycles de vie où on va vous faire migrer graduellement vers le fonds conservateur. Encore là, on voit des revenus fixes beaucoup plus importants dans le fonds conservateur. Le résultat, des rendements moins élevés dans ce fonds conservateur, mais aussi une volatilité plus faible. Donc, une gestion adaptée à la réalité. Si on poursuit, bien, je vous disais tout à l'heure que la gestion d'un régime de retraite, ça peut paraître simple par rapport à la gestion d'un fonds de 5. Ce n'est pas simple, la gestion des régimes de retraite. Un des éléments qui font que ce n'est pas simple, c'est qu'il y a généralement plusieurs objectifs qui se doivent d'être poursuivis concurremment. Les primaires, ceux qui sont liés directement au régime dans son financement, la sécurité des prestations, la stabilité du financement. Puis on a même inclus dans ça la question de l'équité et la maturité, dans un contexte où les régimes sont très matures, donc très sensibles aux risques financiers. Ça pose un défi d'équité si d'éventuels déficits ont un impact disproportionné sur les cotisants. Il y a aussi des objectifs secondaires. Je vais passer rapidement, la question de temps, d'économie de temps, la conformité à la réglementation, la comptabilité. Un bel exemple, c'est dans les institutions financières. Plusieurs grandes banques ont mis fin à leur régime à prestations déterminées du fait du risque que ça pouvait poser pour l'institution, la comparabilité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la flexibilité, puis évidemment, important aussi la gouvernance, assurer de l'alignement avec la stratégie de l'entreprise puis les intérêts des participants. Quoi d'autre sur les caisses de retraite? Évidemment, si on se ramène au niveau de la gestion actif-passif, il y a, je le mentionnais tout à l'heure, il y a beaucoup de modélisation qui est faite là, par plusieurs régimes, puis vos conseillers, ceux qui sont au niveau des comités de retraite notamment, ou qui sont responsables de la gestion de régime de retraite dans les entreprises, faites accompagner. On peut les faire sur différentes bases. Je me suis permis de vous présenter un petit exemple ici, là, qui à certains égards est simple, mais qui est pas simulé du tout. C'est un exemple réel. Je vais taire d'où ça vient, mais je peux vous dire que c'est une très grosse caisse, 100 milliards, gérée à partir de New York. Puis un conseiller, à un moment donné, qui nous avait accompagnés. Puis lui, il est arrivé avec sa modélisation du risque en disant on va servir de la théorie de la frontière efficiente.
Donc, la frontière efficiente, vous l'avez en bleu ici si vous avez un choix entre actions et obligations. Bien, plus vous prenez d'actions, plus votre taux de cotisation moyen va baisser. Donc, on n'est pas dans un contexte gestion active seulement. Ce n'est pas une frontière efficiente, rendement à risque sur les placements. C'est une frontière efficiente où on met en perspective le taux de cotisation moyen qui est requis, puis le taux de cotisation extrême, qui est la valeur de risque, avec la VaR à 5 sur un horizon de 10 ans. Okay? Donc, plus vous avez d'actions, plus vous pouvez espérer que votre taux de cotisation moyen soit faible. Mais évidemment, ça comporte un risque plus grand du point de vue du taux à 95 sur un horizon de 10 ans. Là. Donc, pour réduire votre taux à 14 vous pourriez être confronté possiblement à un taux de cotisation 25 dans 10 ans avec une probabilité de 5 Ce qui est intéressant de ça, pourquoi j'ai pris ça, c'est qu'aussi, on passe d'un portefeuille actions et obligations à un portefeuille diversifié. Donc, on s'aperçoit qu'on peut systématiquement baisser notre courbe, ce qui correspond à une baisse du taux de cotisation moyen par la diversification des actifs, comme on a vu dans les catégories d'actifs plus tôt. L'autre élément qui est important, c'est qu'il faut se définir un appétit pour le risque. Jusqu'à combien de risques on est prêt à prendre. Ici, on peut la définir de deux façons complètement différentes. Moi, je peux dire, mon appétit pour le risque, c'est d'avoir un taux moyen de 16 Bien, ça veut dire que peut-être je suis prêt à payer un taux de cotisation plus élevé à certains moments parce que ce qui m'importe, c'est de baisser, si on veut, ou de maintenir un taux relativement bas, le taux de cotisation moyen, alors que vous pourriez dire, mon appétit pour le risque, ça correspond plus à un taux maximal. Moi, il ne faut pas que ça monte au-delà de 22,5. Fait que c'est ça mon appétit pour le risque. Donc, je trouve que partant d'un concept simple, qui est la frontière efficiente, on met bien en évidence l'effet de la diversification, l'appétit pour le risque, etc., avec les valeurs de risque puis les taux de cotisation moyens. On n'est pas dans un univers gestion active seulement, on est dans un univers gestion active-passive. Bon, là, le temps commence à nous manquer. La gestion du risque, je termine. Oups, ça vient de. Moi, je viens de perdre la connexion. OK. La gestion du risque dans un régime de retraite, ça peut se faire de différentes façons. Évidemment, ça peut se faire avec un niveau de provisionnement plus ou moins élevé. Puis évidemment, s'il y a un déficit, on est contraint à un refinancement. Ça peut se faire par des activités de superposition. Donc, dans le régime même, on va investir davantage que ce qui serait autrement requis pour assurer justement une saine gestion active-passive. C'est une pratique qui s'est étendue de façon très importante dans les dernières années, puis de façon générale, a donné des bons résultats. L'approche hybride, gestion dynamique, l'anglicisme de-risking, en fonction de l'évolution de la situation du régime. Si la situation financière s'améliore, on a peut-être une opportunité pour se dérisquer en transférant certains risques à l'extérieur du régime, soit à travers de l'achat de rente, à travers de l'assurance longévité ou des swaps de longévité là, qui sont comparables à de l'assurance longévité, sauf que c'est transigé sur les marchés financiers plutôt que via un assureur. Donc voilà, ça fait le tour de ce que on voulait vous montrer aujourd'hui. Ça nous donne un petit peu de temps pour les questions, effectivement. On va y aller progressivement avec les questions soumises. Mathieu, je te laisse aller pour débuter ça. Oui, parfait. Je commence avec une question technique, là, à savoir si le webinaire sera disponible pour l'écouter à nouveau. Eh bien, oui, certainement, là, dans les prochains jours, puis les détails seront communiqués. Puis peut-être une question plus théorique maintenant. Est-ce que la gestion de portefeuille en appariement peut être considérée comme de la gestion passive? Bien, bonne question. Là. La gestion passive, ça fait davantage référence à la réplication d'indices de marché. Donc, en appariement, on a certainement aujourd'hui une gestion active avec création de valeur ajoutée. Ce qui est différent, par contre, c'est la mesure de performance. Au lieu d'être par rapport à un indice de marché, bien là, ça va se faire par rapport aux engagements. Donc, si on s'éloigne du moins de la technique d'appariement de base, certainement la gestion en appariement et de la gestion active maintenant. Je peux peut-être enchaîner une question qui a été posée sur les crypto-monnaies. Est-ce que les crypto-monnaies sont-elles considérées formant une classe d'actifs? Je pense que pour que les crypto-monnaies soient considérées au niveau de la gestion active-passif, faut connaître de façon relativement prévisible le comportement de cette classe d'actifs-là. Là, parce que si c'est là pour supporter des engagements, il faut bien maîtriser
sans éliminer toute l'incertitude, mais il faut bien maîtriser le comportement d'une classe d'actifs dans différentes situations. Puis dans le cas des crypto-monnaies, je ne pense pas qu'on est rendu là. L'autre chose, puis c'est une réponse plus personnelle, là, je pense qu'on opte pour des classes d'actifs où il y a une valeur sous-jacente qui est indéniable. Si vous achetez des actions, c'est parce que vous pensez que la compagnie va générer des bénéfices pour vous donner un rendement. Les crypto-monnaies, ça demeure un peu obscur là, sur la valeur sous-jacente, au-delà de l'idée de la spéculation. Je ne suis pas un expert, peut-être qu'il m'en manque des bouts, mais en tout cas, on n'a pas de maîtrise suffisante à ce moment-ci là, pour aller dans les crypto-monnaies. Ça, c'est mon impression. Oui, j'abonde dans le même sens, Denis. Là. Les cryptos, sur le plan de la gestion actif-passif, c'est leur caractère plutôt spéculatif, là, en limite l'intérêt véritable. J'enchaîne avec une question sur IFRS 17. Est-ce que l'emphase va être mise davantage sur les résultats comptables avec IFRS 17? Bien, la base comptable va rester tout aussi pertinente qu'avant sous la MCAB. Par contre, ce qui change par rapport à la MCAB, c'est que la IFRS 17 s'approche de la base économique. Donc, on a par exemple dans les deux cas une actualisation là, avec une courbe d'actualisation des flux monétaires. Mais somme toute, les deux bases vont rester complémentaires. J'enchaînerai une question sur les PGLM, les billets capital protégés, à savoir quelle importance que ces produits-là devraient avoir dans le portefeuille des institutions. Deux choses que je dirais par rapport à ça. La première, évidemment, ça dépend de l'intérêt des clients pour ce genre de produits-là. Dans la mesure, évidemment, où le marché n'offre pas d'alternative avec un risque relativement faible et un rendement suffisant, ça devient intéressant pour les clients comme classe d'actifs. Donc, normalement, on pourrait s'attendre à ce que ça va faire. En contrepartie, il ne faut pas oublier que les rendements ou l'attrait de ces produits-là, les BCP, les PGLM, est fortement conditionné par les conditions de marché. Je mentionnais tout à l'heure qu'on recrée le capital garanti en achetant un titre à revenu fixe, une obligation. C'est sûr que si les taux d'intérêt sur obligations sont au plancher, ils génèrent plus d'intérêt. Il faut utiliser une très forte proportion du montant investi par le client simplement pour recréer le capital à l'échéance. Ça fait en sorte qu'il reste peu d'espace pour, par le biais de produits dérivés, là, d'aller chercher du rendement positif. Puis ça fait en sorte que pour les gens qui s'intéressent à ces produits-là, ils ont eu l'impression que quand les taux d'intérêt baissaient, les BCP ou les PGLM devenaient de moins en moins intéressants. Là, c'est entre autres à cause de ça. L'autre élément étant le niveau de risque dans les marchés qui se reflète au niveau du prix des options. Donc, en un sens, ça serait intéressant d'en avoir plus quand les marchés ne sont pas dans l'intérêt du participant, mais en même temps, c'est souvent moins évident pour les institutions de l'offrir à des bonnes conditions. Parfait. Le temps file. Je suggérerais de passer la parole à Catherine pour le mot de la fin. On a répondu quand même à presque l'ensemble des questions. Donc, Catherine, la parole est à toi. Oui, merci. Merci, Denis, Mathieu, pour cette belle présentation sur la gestion actif-passif. Bien, peut-être que pour certains, c'était des notions qui étaient bien connues, qui étaient déjà maîtrisées, alors que bien, pour d'autres, c'était plutôt un rappel de notions qui avaient été apprises il y a de ça quelques années. Mais chose certaine, c'est que ça nous a permis de bien cerner l'ensemble de votre livre « Gestion actif-passif ». D'ailleurs, votre livre est maintenant disponible sur le site de presse de l'Université Laval. Puis, pour vous remercier vraiment tout le monde de leur participation en grand nombre à la conférence. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous le procurer. Puis, en plus, vous allez bénéficier d'un rabais de 20% avec le code promotionnel qui est présentement affiché. Alors, c'est important de le noter présentement parce que on ne le reverra pas d'ici là. Merci encore pour votre présentation, puis on vous souhaite du succès avec votre livre. Merci. Avant de terminer, le Club des actuaires de Québec souhaite également remercier Cercle Finance puis CFA Québec pour la collaboration avec l'organisation de cette conférence. Elle a certainement contribué au succès qu'on a eu aujourd'hui. J'en profite également pour mentionner que le Cercle Finance et CFA Québec organisent le grand retour en présentiel
ou si vous le souhaitez aussi en mode virtuel pour le colloque Retraite, investissement institutionnel et finances personnelles qui va avoir lieu le 15 novembre prochain. Les inscriptions sont présentement en cours. Quant au Club des actuaires de Québec, il est toujours possible de pouvoir adhérer à titre de membre du club, puis vous avez jusqu'au 14 octobre. Sur ce, je vous souhaite à tous un bel après-midi.